En début d'année, on a testé les élèves pour avoir un profil le plus précis possible par rapport aux 10 constellations, par rapport aux troubles déficitaires de l'attention, l'hyperactivité, si c'était sous traitement Ritaline, si c'était droitier, gaucher. On a également cerné leur profil de perception ainsi que leur profil cérébral. Tout ça pour avoir un topo de chaque élève, pour voir en fin d'année l'influence de la méthode par rapport à un profil déterminé. Pendant une année scolaire, les enfants ont réalisé à peu près une quinzaine de cartes en français à chaque gros chapitre et une trentaine de cartes en EDM. En fin d'année, on a repassé des tests pour cerner ce qui motivait l'élève à faire des cartes. On leur a également posé diverses questions par rapport à la confiance en soi, par rapport à l'influence sur les résultats scolaires, par rapport à la transdisciplinaire. Donc est-ce qu'ils ont transféré la méthode dans d'autres cours. On leur a également demandé de se projeter dans le futur pour voir s'ils allaient continuer à faire les cartes. Et les élèves ont coté l'outil carte mentale par rapport à ce que la carte les avait aidés. Il y a également le retour de l'enseignant. Donc à la limite, quand il était hors de confiance, il était peut-être au niveau 3, maintenant il est passé au niveau 1 parce que c'est l'homme de confiance. Homme de confiance, gouverneur, donc il y a beaucoup de... Pour le profil de perception, alors il faut dire que ce qu'on trouve dans la littérature habituellement, c'est qu'il y aurait dans la population entre 65 et 75% de profils à dominance visuelle, 20% de profils à dominance auditive et 5% de kinesthésique. Alors ce qu'on a pu repérer dans la classe, nous, c'est 47% de visuel, 12% d'auditif et 18% de kinesthésique. Les 22% restants étant des personnes qui ont une dominance visuelle combinée à soit de l'auditif, soit de la kinesthésie. Alors pour le profil cérébral, nous avons 47% d'enfants à dominance hémisphérique droit, 47% de dominance hémisphérique gauche et 6% où on a vraiment une équité entre les deux hémisphères. Si on analyse la motivation, j'ai appris à faire des cartes mentales et je sais pourquoi je fais cela. C'est la réponse de 94% des élèves. Je ne perds pas mon temps, également 94%. Par rapport à la motivation extrinsèque, parce que madame me force à en faire, 6% ont répondu ça. Parce que je me sens fière de pouvoir en faire, 7%. Et parce que cette méthode m'aide, 71%. Pour la motivation intrinsèque, parce que j'adore faire des cartes, 65%. Parce que j'aime dessiner, 53%. Et parce que j'aime apprendre de nouvelles choses, 82%. Messieurs et madame les enseignants, imaginez que 82% de vos élèves aiment apprendre des nouvelles choses grâce à la carte mentale. Les cartes ont-elles apporté une aide? Oui, pour 82% des élèves, peut-être pour 18%. Quelle aide les cartes ont-elles apporté? Pour mieux mémoriser, ont répondu 71%. Pour apprendre mieux mes leçons, ont répondu 18%. Pour m'améliorer dans mes points, car j'étais souvent en échec. J'ai plus facile à réviser avec la carte qu'étudier des feuilles. Je n'ai jamais eu du mal à étudier, donc ça m'aide un peu. C'est plus amusant. Avant, je n'avais pas spécialement envie d'étudier, mais maintenant, avec la carte, c'est agréable. Des fois, ça dépend pas pourquoi. Pour mieux voir sur la carte et de reproduire les dessins dans ma tête, pour mieux comprendre. Pour la confiance en soi, grâce aux cartes, j'ai 53% des élèves ont répondu « gagner confiance en mes moyens ». Et le restant, la carte mentale a peu d'impact. Et je vois que l'outil fait vraiment des miracles par rapport à la confiance. Qu'en est-il pour les résultats scolaires? Eh bien, grâce aux cartes, je pense que mes résultats se sont améliorés pour 88% et peu d'impact pour 22%. Est-ce que l'outil, bien qu'utilisé et en français et en EDM, a été utilisé dans d'autres cours? Eh bien, non pour 76% et oui pour 24%. Qu'en est-il de la projection dans le futur, qui est un bon indice pour mesurer un changement dans les comportements?
Penses-tu continuer à utiliser les cartes? Oui pour 70%, peut-être pour 12% et non pour 18%. Je me suis demandé s'il était possible de faire une corrélation avec le profil de perception sensorielle par rapport à l'adhésion des cartes, parce que souvent j'ai des personnes qui me disent « mais oui, les cartes c'est bien, mais ce n'est valable que pour les personnes qui sont visuelles ». Donc on a cherché dans la classe des apprenants qui étaient en dominance auditive ou kinesthésique, mais qui se différenciaient du visuel de plus de 2 points d'après le test qu'on a passé, pour être sûr de ne pas faire trop influencer ce canal de perception. Que peut-on remarquer? C'est que pour ces 3 personnes, bien que les résultats se sont améliorés pour toutes les 3, 2 pensent continuer à utiliser les cartes. L'apprenant qui ne souhaite pas continuer à utiliser les cartes a des particularités de dyslexie. Ce que je remarque moi en remédiation, c'est que les apprenants qui sont dyslexiques, je les aiguille en général vers des cartes qui sont faites par un logiciel. Ça a l'avantage de pouvoir fermer des branches et de ne laisser ouverte que la branche qu'ils regardent. Parce qu'un problème pour les dyslexiques, c'est qu'en fait sur une carte il y a énormément d'informations et ils sont un peu perdus, ils ne savent pas trop où regarder et toutes les informations se mélangent. Donc ce serait peut-être un point à confirmer dans le futur. Pour la corrélation avec l'hémisphère dominant, nous avons choisi les élèves qui avaient plus de 3 points de différence entre l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche. On remarque qu'on ne peut pas faire de corrélation entre l'hémisphère dominant, tout comme d'ailleurs entre droitier-gaucher, on n'a pas su trouver de relation. Si on regarde une corrélation éventuelle avec les résultats scolaires, eh bien on se rend compte que pour 3/4 des bons élèves, entre guillemets, donc 3/4 vont continuer à utiliser les cartes. Parmi les mauvais élèves, mauvais toujours entre guillemets, on se rend compte que tous vont continuer à faire des cartes. Parmi les élèves restants, on remarque que 70% d'entre eux vont continuer à faire des cartes, 10% ne continueront pas et 20% ont répondu peut-être. Ce qu'on peut remarquer de cette corrélation, c'est qu'au plus l'élève a des difficultés, au plus il va utiliser les cartes dans le futur. Ensuite, on a demandé aux élèves qui cotent la carte mentale en fonction de ce que l'outil les avait aidés. Et on obtient telle répartition. Bonjour Anne, tu es professeur de français EDM au Sacré-Cœur de Visé. Tout à fait. Et c'est chez toi qu'on a mené la classe pilote d'insertion des cartes mentales. En première année. En première année, oui. Ouais. Alors explique-moi un peu comment est-ce que tu as introduit les cartes Dès le départ, je leur ai proposé une méthode un peu plus amusante, beaucoup plus divertissante que la feuille basique qu'on leur donnait avant, auquel ils étaient habitués. Et je leur ai proposé de prendre des couleurs, et alors à ce moment-là, on a lancé la méthode. Ok. Et tu leur as montré des exemples pour ça? Non, simplement on a pris une leçon, c'était la leçon sur viser tout ce que viser aux frais comme loisir aux touristes. Et donc nous avons essayé de mettre ça autrement qu'en linéaire par rapport à ce qu'eux connaissaient. La réaction des élèves? Mais qu'est-ce qu'on fait là, madame? On n'a pas dit que vous êtes folle, qu'est-ce qu'on fait? On ne comprend rien. Et puis finalement, ils se sont rendus compte que quand je faisais un petit récapitulatif à la fin de l'heure, ils avaient déjà emmagasiné beaucoup de choses, beaucoup d'informations. Oui, parce que cette technique, en fait, tu l'as mise en pratique tout au long de l'année. Tout au long de l'année. À peu près combien? À quelle fréquence? En études du milieu, c'était pratiquement une fois tous les 15 jours, et en français, c'était pratiquement toutes les semaines. Et comme j'ai aussi 2 heures de méthode avec elle, on avait l'occasion de remettre cette pratique pour d'autres cours en sciences, etc. À ton avis, quels sont les points positifs que tu as retirés de cette Le point positif, c'est qu'à partir du moment où on fait la carte, il y a une plus grande participation. Tout le monde y va de son petit picto. Si moi je ne sais pas dessiner, je ne sais pas moi, un canard, madame, est-ce que je peux venir dessiner un canard? Et alors on s'approprie déjà toute l'image, soit de mon canard complètement raté, ou alors le beau petit canard qui vient à plein temps. Donc il y a vraiment une plus grosse participation, moins de décrochage, parce que tout le monde y va de ses couleurs. Et concrètement, comment est-ce que tu t'y prenais? Donc tu faisais la carte au tableau, Oui. Et eux la recopiaient? Ou alors je lançais les bases, par exemple viser et ces attractions touristiques, et alors moi je mettais avec les couleurs dont je disposais la première branche, mais si ça se met, une la faisait en mauve alors qu'elle était en bleu au tableau, donc c'est eux qui s'appropriaient, mais ils partaient de ma base au départ. Et alors après, il y en a qui sont appropriés les cartes beaucoup plus facilement que d'autres, et c'était presque des œuvres d'art. Il y avait des arbres, il y avait des... Vraiment, chacun mettait de sa petite touche perso.
S'il fallait, dans l'expérience que tu as vécue, s'il fallait changer quelque chose? Je pense que la transition carte linéaire était beaucoup trop abrupte pour des premières et elles ont encore besoin d'être assurées par le linéaire. Donc, on devrait partir de 90% de linéaire pour 10% de carte et puis inverser la tendance pour vraiment laisser de côté le linéaire et qu'elle puisse reformuler vraiment ce qu'elle lise en carte. Et ça, c'est encore en première, c'est assez compliqué. Oui. Donc c'est de faire une carte avec plus de mots, c'est ça en fait? Oui, ou alors de bien, si je mets par exemple le mot bocage, ben, me dire il y a des bocages, oui mais ça veut dire quoi bocage? Donc elle doit pouvoir m'expliquer ce qu'il y a autour du terme, quoi. Et là ce serait peut-être intéressant de leur apprendre à bien formuler. Mais ça c'est aussi la base de primaire, est-ce qu'on a assez de vocabulaire? Et dis-moi le regard des autres professeurs avec cette technique. Alors j'ai eu plusieurs regards, j'ai eu T'es une grande folle, T'es une grande malade. À 46 ans, je ne change pas ses cours. Ils sont déjà bien structurés, donc je ne vois pas pourquoi. Et les plus jeunes, c'est on attend que tu nous donnes des explications, que tu nous formes là-dessus. Parce que certains profs, on les demande de mes élèves. Par exemple, dans une classe d'études du milieu, je ne menais pas français, on me demande, il y a des élèves qui m'ont demandé que tu fasses la carte en français, mais moi je ne sais pas la faire. Donc, ce serait intéressant que l'école mette à disposition une journée pour la formation. Donc, ça, c'est une autre histoire. Et qu'est-ce que tu retires, toi, comme expérience? Qu'est-ce que tu as envie d'essayer alors pour les années futures? Mais les années futures, je vais rester dans les cartes, améliorer chaque fois parce que chaque carte peut être améliorée. C'est beaucoup plus amusant. Je ne vais plus à l'école dans certaines classes avec des pieds de plomb parce que je sais qu'il y aura une participation beaucoup plus importante et moins ex-cathédrale, quoi. Il y a vraiment la participation de tout le monde et ils se mettent à mon niveau et moi à leur niveau, donc c'est vraiment une connivence, une connexion entre le chef, moi et eux, quoi. Mais par rapport à la préparation du cours, est-ce que ça demande une préparation complémentaire? Pas du tout, parce que le cours, de toute façon, ce qu'on donne, on connaît. Donc que nous, dans notre tête, ils sont alignés en carte, ça ne change pas, quoi. Peut-être pour les premières fois, il a peut-être fallu faire une carte, mais sinon, ça se fait automatiquement au tableau, quoi. Que je fais de ma règle au tableau, en linéaire et en carte, je connais ma matière, quoi. Donc, voilà. Ok, eh bien un grand merci. Mais